Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens en partenariat avec le quotidien La Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios chrétiennes en France, RCF. Aujourd'hui, notre invité est le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, le député UMP Gilles Carrez. Gilles Carrez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'un des spécialistes les plus réputés des finances publiques et du budget de l'État. Et vous êtes donc au cœur de l'actualité puisque le gouvernement vient de nous présenter son budget pour l'année prochaine. Alors vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Mathieu Castagnier pour La Croix. Bonjour. Par Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazenot pour RCF. Bonjour. Bonjour. Alors Gilles Carrez, avant de parler du budget, une toute première question. Vous êtes élu du Val-de-Marne depuis 20 ans. On a beaucoup parlé des Roms ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur a insisté pour qu'on renvoie chez eux un certain nombre de Roms, notamment ceux qui sont d'origine roumaine. En deux mots, comment ça se passe chez vous dans le Val-de-Marne, Gilles Carrez ? Mais chez nous, nous avons très régulièrement des camps de Roms parce que nous sommes à la jointure, à l'articulation entre trois départements. Le Val-de-Marne, la Seine-Saint-Denis, Noisy-le-Grand et à peine plus loin, Champs-sur-Marne, la Seine-et-Marne. Alors comment ça se passe ? Et donc, pour les Roms, c'est finalement assez commode de se situer dans ces zones parce que au fur et à mesure des demandes de départ, des arrêtés qui sont préfectoraux, départementaux, ils se déplacent d'une zone à l'autre. Alors comment avez-vous accueilli la proposition de Manuel Valls ? La proposition de Manuel Valls, elle avait un mérite, c'est la clarté. Pour ma part, je dirais que le sujet est extraordinairement complexe et il ne faut peut-être pas l'aborder de façon justement trop... Manuel Valls, ça a été trop brutal pour vous ? Trop catégorique. Il y a eu dans Le Monde, il y a 3 semaines, une interview que j'ai trouvée remarquable sur ce sujet. C'était un directeur des services de la ville de Nantes qui expliquait que dans cette ville de Nantes, dont le maire était d'ailleurs Jean-Marc Ayrault, l'actuel Premier ministre, depuis des années, ils avaient mis en place une politique vraiment d'intégration des Roms, en jouant sur des investissements scolaires, sur l'hébergement, et ils faisaient le bilan avec une honnêteté que j'ai trouvée remarquable. Et ils disaient la chose suivante, et moi ça m'a frappé, ils disaient, mais les limites de notre politique, avec ce recul de plusieurs années, c'est qu'une partie importante de ces populations n'ont aucune intention de s'intégrer. Ça, c'est clair pour vous. Quels que soient les efforts que nous faisons, ils ne sont pas là pour s'intégrer, mais c'est un choix. C'est un choix. Ils sont là parce qu'ils vont bénéficier d'un petit pécule, puisque la France est très accueillante. Par ailleurs, certains d'entre eux pourront travailler, plus ou moins légalement, ils pourront travailler. Et puis, par ailleurs, on est obligé de le constater chez nous, dans notre secteur où nous avons beaucoup de camps, il y a de la mendicité et associé à la mendicité, inévitablement, des petits larcins. Donc globalement, vous êtes sur la même ligne que Manuel Valls. Donc, ce directeur disait il faut mettre en place tous les moyens d'assister, mais il ne faut pas non plus se leurrer. Il faut rester lucide. Une partie très importante, lui chiffré à plus de la moitié, Manuel Valls a dit 80%, lui chiffré à plus de la moitié, il disait, nous, avec le recul que nous avons dans la ville de Nantes, avec tous les efforts que nous avons faits, nous sommes obligés de constater que au moins la moitié souhaitent revenir dans leur pays. Et ils ne sont là que de façon transitoire. Et donc, cette dimension, il faut la prendre en compte. Avec humanité, mais il faut la prendre en compte. Merci à vous Gilles Carrez. Alors je rappelle que vous êtes donc l'un des grands spécialistes du budget de l'État, ce budget de l'État qui vient d'être présenté par le gouvernement. Une première question vous est posée à ce sujet par Mathieu Castagnier de La Croix. Le gouvernement, en présentant son budget, a beaucoup insisté sur l'effort historique qu'il fait en coupant dans les dépenses, un effort qu'il chiffre à 15 milliards d'euros pour les dépenses de l'État et celles de la sécurité sociale. Est-ce que vous reconnaissez un tournant dans sa stratégie qui, après avoir beaucoup misé sur des hausses d'impôts, serait maintenant plus axée sur des économies? Ou est-ce que vous dites tout ça, c'est de l'enrobage des chiffres, mais en fait, rien ne change vraiment? Gilles Carrez. Le gouvernement a enfin pris conscience de ce que on ne peut pas, à l'infini, augmenter les impôts
et que dans un pays qui bat le record du monde de dépenses publiques par rapport à la richesse qu'il produit chaque année, on va être à plus de 57% cette année, il faut absolument maîtriser l'évolution des dépenses publiques. Alors après, la question, c'est le rythme auquel on les maîtrise et la manière dont on s'y prend. Malheureusement, le début de cette législature, à peine la nouvelle majorité élue en juin, qu'elle n'a eu de cesse que de recréer des dépenses publiques nouvelles. La précédente majorité avait probablement été un peu trop allante sur... allante, vous cultivez non, le sens de la litote ou non, bien mais allante oui. Sur la dépense publique. Nous n'avions pas pris vraiment à bras-le-corps cette question. Nous devons absolument réduire le poids de nos dépenses publiques. C'est votre droit d'inventaire à vous, Gilles Carrez. Je rappelle que vous êtes député UMP. Non, mais je parle d'un domaine, parce qu'on a fait beaucoup de réformes, et surtout, les résultats, quand vous essayez de réduire la dépense publique, les résultats ne se font sentir qu'avec retard. Parce que pour réduire de la dépense publique, il faut avoir le courage de faire des réformes structurelles. Je prends plusieurs exemples. Le premier, le non-remplacement d'une partie des fonctionnaires qui partaient en retraite. Au début, ça ne rapporte rien. Mais c'est comme les marches d'escalier, ce que vous n'avez pas remplacé une année, puis la deuxième année, au bout de 3 ou 4 ans, on commence à avoir des résultats. Deuxième exemple, nous avons mis plusieurs années pour petit à petit mettre en place le rapprochement tarifaire entre les prix à l'hôpital public et les prix dans les cliniques privées, de telle sorte que, en fait, l'hôpital soit un peu mis en concurrence et puis, fasse des gains. Pour moi, le mot n'est pas absurde, même à l'hôpital, des gains d'efficacité. Eh bien, on a réussi, grâce à ça, petit à petit, à réduire la progression annuelle des dépenses d'assurance maladie, ce qu'on appelle l'ONDAM. Que fait la nouvelle majorité? Immédiatement, dès le mois de juin 2012, que fait-elle? Elle supprime le principe même qu'on ne remplace pas tous les départs en retraite, et elle supprime le rapprochement tarifaire. Donc, sur 2 exemples qui représentent des enjeux majeurs, l'ONDAM, c'est 180 milliards d'euros. La masse salariale de l'État, c'est 45 milliards, c'est 82 milliards d'euros. Donc, sur 2 postes de dépenses énormes, qu'est-ce qu'ils font? Ils suppriment les verrous, ils ouvrent les vannes. Bon, réforme des retraites. Encore un autre exemple. C'était difficile, la réforme des retraites de 2010. Vous avez vu le monde qu'il y avait dans la rue. Ça voulait dire que c'était une vraie réforme. Quand vous avez beaucoup de personnes qui vont dans la rue, ça veut dire que vous demandez des efforts. À peine arrivés, ils ont remis en cause le principe selon lequel on partirait à 62 ans et non plus à 60 ans. Ils l'ont remis en cause. Alors c'est généreux, les carrières longues, tout ça c'est exact. Alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi j'interviens longuement? C'est parce qu'il n'y a aucune réforme structurelle. Ils font des coupes à l'aveugle sur les opérateurs, moins 20 millions ici, moins 10 millions là, mais c'est complètement à l'aveugle, c'est une sorte de coup de rabot. Je ne peux pas vous citer une seule réforme structurelle qui va permettre de faire des économies. Et beaucoup de ces économies sont en réalité en trompe-l'œil. Elles sont factices parce qu'elles sont calculées par rapport à une tendance. Exemple, et non pas par rapport à la réalité. Exemple, je termine par là. Le ministre nous dit hier, on va faire 3 milliards d'économies sur l'ONDAM, sur les 180 milliards de dépenses d'assurance maladie. Moi, je lui demande, mais comment vous calculez ces 3 milliards? Est-ce que ça veut dire que, puisque en 2013, on a dépensé 180 milliards, on dépensera 177 milliards en 2014? Pas du tout. Le raisonnement, c'est de dire, on suppose que l'ONDAM va augmenter de 4,2%, et comme on inscrit dans la loi qu'il n'augmentera que de 2,4%, on fait 3 milliards d'économies. Mais donc ce ne sont pas de véritables économies. Mais quand on sait que l'ONDAM, en exécution, dans la réalité, pas dans les prévisions, il n'a augmenté ces dernières années que de 2,4%, prévoir que ça continuera d'augmenter de 2,4%, mais vous dire qu'on fait 3 milliards d'économies parce que c'est censé, dans une hypothèse complètement surréaliste, augmenter de 4%, mais ce n'est pas des économies.
On vous a compris. On est obligé d'aller dans le détail, c'est vrai, pour faire comprendre. On vous a compris, on va revenir sur toutes ces questions-là précisément. Romain Mazno, RCF. Alors, sur un point précis, sur les 15 milliards d'euros d'économies prévus, il y a 1,5 milliard en moins pour les collectivités locales. Ça va dans le bon sens sur ce point-là ? Je pense que le rythme de dépenses des collectivités locales a été beaucoup trop important ces 20 dernières années. Y compris sous Nicolas Sarkozy. C'est une singularité française. Au cours des 20 dernières années, en moyenne, les effectifs dans les collectivités locales ont progressé de 36 000 chaque année. Donc, au bout de 20 ans, on est à 700 000 effectifs de plus. Ça a été beaucoup trop vite. Que c'était suite à la décentralisation, il fallait des agents. Ça a été beaucoup trop vite. Et donc, il faut réduire le rythme. Alors, comment s'y prendre ? Il y a deux méthodes, parce que c'est un sujet qui est classique dans tous les pays. Il y a la méthode qu'ont utilisée les pays scandinaves, le Royaume-Uni, avec Margaret Thatcher, le Canada. On coupe dans les dépenses, autoritairement. On dit, voilà, pour les crèches, pour les écoles, pour ceci, de l'État central, on coupe. Il y a une autre méthode qui consiste à dire, on réduit le rythme d'évolution chaque année des recettes. Et on espère qu'en réduisant le débit des recettes, comme il y aura moins de recettes, il y aura moins de dépenses. Pourquoi on est obligé de faire ça en France, contrairement à tous les autres pays qui ont traité directement Margaret Thatcher appelait ça le capping, mais tous les pays, au Canada, ça a été terrible. Dans les pays que vous citez, ça a été violent. En Suède, par exemple. Pourquoi ? Parce que chez nous, les collectivités locales sont protégées par la Constitution. L'article 72 dit qu'elles s'administrent librement. Et donc l'État ne peut pas aller dire « vous, telle collectivité, vous dépensez beaucoup trop sur tel secteur et je vous oblige à baisser vos dépenses ». Ou tel autre, au contraire, vous ne dépensez pas assez, je vous oblige. Ça, ce n'est pas le cas français et je trouve que c'est très bien comme ça, décentralisation. Et puis il y a une autre protection des collectivités locales, peut-être la protection la plus efficace dans notre histoire, c'est le cumul des mandats. Moi, j'ai toujours été frappé par une chose. À 2 h du matin, épuisé, lors d'un débat de loi de finances, tout le monde est un peu assoupi. Puis tout d'un coup, il y a une disposition qui arrive en discussion qui concerne, par exemple, les communes. Et là, tout le monde se réveille et c'est l'union sacrée pour défendre l'intérêt communal par rapport à l'État qui... voilà. Et pourquoi est-ce qu'on n'a jamais réussi à réformer, c'est une des raisons. Pour autant, le cumul des mandats a d'énormes avantages. Donc, mais je crois que l'honnêteté oblige à souligner cet inconvénient. Le principal lobby au sein du Parlement français, le plus efficace de tous, c'est celui des élus locaux. Dont vous êtes, Gilles Carrez, je rappelle. Alors, nos journalistes sont impatients de vous poser des questions. Louis Dauphren et ensuite Mathieu Castagnier. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Donc, vous n'êtes pas du tout pour changer le rapport entre l'État et les collectivités locales ? Alors, moi, je suis pour... Quitte à ce qu'il y ait des féodalités qui abusent de la situation. Je suis pour un pacte dans lequel, ou un contrat, dans lequel l'État dit à l'avance, sur 5 ans, par exemple, ce qu'il va faire, comment vont évoluer les aides qu'il donne aux collectivités et quelles vont être, ou ne pas être, les réformes de fiscalité locale. Que les collectivités aient des perspectives qui soient claires et qui soient stables. La deuxième chose qu'on demande à l'État, c'est de ne pas imposer des dépenses. Regardez par exemple les rythmes scolaires. Moi, jamais je ferai les rythmes scolaires au Péreux, parce que ça n'a vraiment... ça va dégrader les choses. Et je ne suis pas le seul à le dire. Dans le Val-de-Marne, il y a 47 communes, communistes, socialistes, il n'y en a pas une seule, je vous dis pas une seule, n'a accepté de mettre en place la réforme des rythmes scolaires dès 2013. Ça entraîne au plan national 700 millions de dépenses de plus pour rien. Donc comment voulez-vous avoir des rapports confiants avec un État qui d'un côté vous supprime 1,5 milliard de dotation et de l'autre vous impose 700 millions de dépenses. Et je ne parle pas des normes dans tous les domaines, etc. Donc moi je plaide pour une nouvelle approche, une sorte de contrat de confiance, mais où chacun donne les règles du jeu et s'y tienne. Mais ça, il y a une chose qui m'étonne, Gilles Carrez, Louis Dauphren, Radio Notre-Dame.
On a l'impression que la France se cherche perpétuellement un modèle, alors que vous avez des pays voisins, prenez la Suisse, le fonctionnement de la démocratie suisse et de la façon dont les choses sont gérées localement. Comparer que ce qui est comparable, oui. Et pourquoi pas? Oui. Localement, vous avez l'Allemagne qui se rit de nous. Honnêtement, les Allemands se rient de nous quand un niveau de vie dans certains États allemands qui est 3-4 fois plus élevé que le nôtre, si vous allez en Bavière par exemple. Et nous, on a l'impression qu'on continue à se chercher perpétuellement. Comment expliquez-vous cette forme de, je sais pas, mal français, d'amateurisme? Mais comment l'expliquez-vous, vous qui avez déjà du recul sur le sujet? Nous cherchons pas. Nous repoussons depuis des décennies des réformes indispensables. Mais pourquoi est-ce que ces décisions sont impossibles? Je vous rappelle que le général de Gaulle est tombé en 1969 sur une nouvelle organisation territoriale qui avait beaucoup de sens. Et je vous rappelle que nous n'avons alors que des rapports de 1976, le rapport Attali plus récemment, des dizaines de rapports ont mis en évidence le millefeuille territorial invraisemblable qui crée des doublons, des effectifs supplémentaires. Ça s'appelle de la corruption. C'est absolument pas de la corruption. Écoutez, quand vous prenez l'argent public au profit de personnes qui sont inhabiles, c'est de la corruption. Pas du tout, parce que chacun fait du mieux qu'il peut son métier. Mais il y a trop de chacun, c'est ça. Exactement. Voilà. Chacun est guidé par l'intérêt général. Moi, je n'accepte pas ce que vous dites. Le mot corruption est tout à fait déplacé. On a 450 000 élus locaux. Allez les voir dans les petites communes. C'est admirable. Tout ça, il faut le garder. Par contre, il faut simplifier. Le réorganiser. Et on n'y arrive pas. Alors moi, ça fait depuis 20 ans que je suis député. Je me dis, mais pourquoi est-ce qu'en France, on n'y arrive pas alors qu'ailleurs, ils y arrivent? Alors, la question est posée. Si vous voulez bien, nous allons revenir au budget avec Mathieu Castagnier. Alors, je vous ramène sur le budget. Vous avez parlé du volet économique, vous jugez en trompe-l'œil. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu des impôts nouveaux? Le gouvernement dit qu'il les a contenus vraiment au minimum. Est-ce que vous partagez son diagnostic? Et est-ce que vous seriez prêt à convenir qu'en matière de hausse d'impôts, le gouvernement que vous avez soutenu, tout comme celui que vous combattez actuellement, ont une part partagée dans le fait que nous allons arriver à des taux d'imposition jamais connus en France? Gilles Carrez. Alors, je commence par les hausses d'impôts sous la précédente majorité. Elles sont tout à fait réelles. J'étais rapporteur général, donc c'est moi qui ai rapporté les différents textes, donc je peux vraiment vous en parler. Nous avons été confrontés à la crise financière massive. Je rappelle que même en Allemagne, qu'on cite en modèle, la croissance en 2009, c'est moins 5%, que les déficits, même en Allemagne, se creusent brutalement, et chez nous, il s'est creusé jusqu'à 8 points de PIB. 8 points de PIB, c'est colossal, ça fait 160 milliards d'euros. Alors, à partir de là, que faire? Soit vous agissez sur les dépenses, soit vous agissez sur les recettes. Mais comme je l'ai expliqué il y a un instant, la priorité, c'est les dépenses, mais ça ne produit de résultats qu'au bout d'un certain temps. Donc, vous êtes d'abord obligé, pour redresser les comptes, d'appuyer, comme tous les pays l'ont fait, tous les pays autour de nous l'ont fait, sur le bouton des recettes. À partir de là, quelles recettes? Et nous, ce que nous avons essayé de faire, c'est d'appuyer avant tout sur le bouton des recettes liées au patrimoine. On a augmenté la taxation des plus-values, on a augmenté la CSG. Pourquoi on a créé également une contribution exceptionnelle de 3 et 4% sur les revenus très très élevés? Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a essayé avant tout de protéger les classes moyennes et les classes populaires. Alors, et de concentrer la CSG, ça ne protège pas les classes moyennes, hein? CSG sur le patrimoine, monsieur. Sur le patrimoine. 13,5, 15,5. Sur le patrimoine. Donc, on a vraiment eu cette politique. Cette politique, elle n'a pas été bien ressentie comme elle aurait dû l'être, parce que nous avions une sorte de tare, on avait une étiquette malheureuse contre laquelle je m'étais battu pendant toute la campagne présidentielle de 2007, qui s'appelle le bouclier fiscal. Et vraiment, le bouclier fiscal, ça a été une erreur. Je l'ai dit à l'époque au candidat président, je n'ai eu de cesse d'essayer petit à petit de le démonter. J'y suis arrivé d'ailleurs pour partie, avec l'aide de mes collègues de la majorité de la Commission des finances, mais ça nous a collé cette étiquette d'amis des riches. Alors que le paradoxe, c'est que
toutes les mesures, quand vous regardez le texte initial TEPA de juillet 2007, plus de la moitié des baisses d'impôts, c'est quoi? C'est la défiscalisation des heures supplémentaires. Le reste, alors c'est vrai, il y a le bouclier. Donc, on arrive en 2010-2011, on fait ces hausses d'impôts. Moi, à l'époque, voyant que les comptes étaient très mauvais et que, on pratiquait les hausses d'impôts et que nous avions à la commission des finances des socialistes éminents, Jérôme Cahuzac l'a présidé, mais il y avait Michel Sapin, il y avait François Hollande. Moi, j'ai vu mes collègues socialistes. J'étais rapporteur du budget, j'avais une connaissance intime des comptes. Je leur ai dit, si jamais vous gagnez, moi, je veux vous dire quel est l'état des comptes. Je veux vous le dire. D'abord, on est en train de beaucoup augmenter les impôts, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Il faut absolument continuer l'effort sur les dépenses. Alors, vous ont-ils entendu? Non, absolument pas. Alors... Et ça mérite aussi une réflexion. Alors, si vous les alternances dans notre pays, ça se passe jamais bien parce qu'on détruit systématiquement ce qu'avait fait le précédent. C'est la grande différence avec l'Allemagne. Et je réponds à votre question. Et même avec la Suisse, chère au cœur de Guy Dauphren. Je réponds à votre question. Alors... Il n'y a pas ce minimum de continuité qu'on attendrait d'un personnel politique responsable. Le sens du bien Alors, commun. pour ce qui nous concerne, nous allons assurer la continuité de Face aux chrétiens. Si vous voulez bien, nous allons marquer une première pause et nous nous retrouvons dans quelques instants. Restez avec nous. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, Gilles Carrez, président UMP de la Commission des finances de l'Assemblée. Il est interrogé par Mathieu Castagnier pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Louis Dauphren pour... Romain Mazenot pour RCF et Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est donc Romain Mazenot qui va ouvrir cette deuxième session de Face aux chrétiens. Alors avec l'abaissement du plafond du quotient familial, beaucoup de ménages vont voir leurs impôts augmenter. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'avec la gauche, la politique familiale devient finalement une variable d'ajustement? Hélas, oui. Hélas, oui. Les familles sont vraiment matraquées? Hélas, oui. Je ne voulais pas partir de ce postulat, parce que c'est très facile dans les campagnes électorales. Depuis 20 ans, j'ai toujours entendu ça. Donc, je ne voulais pas avoir d'a priori. Mais c'est mon métier, j'ai fait les comptes. Et les comptes sont vraiment dramatiquement mauvais pour les familles. Et nous prenons des risques. Parce que la politique familiale, elle marche dans notre pays. Ça fait vraiment partie des choses qui marchent. Il n'y a qu'à comparer les taux de natalité. Non, et puis ça marche. Il y a un bon environnement, que ce soit l'État, les collectivités locales, chacun fait son devoir. Alors, le quotient familial, l'abaissement du plafond du quotient familial, bon, à la limite, c'est pour vous montrer, j'essaye d'être le plus objectif possible. Bon, on passe de 2300 à 2000, bon, peut-être, c'est des revenus quand même assez élevés. Mais 2000 à 1500 euros, là, je vous assure que c'est une erreur. La suppression, ça touche vraiment les classes moyennes. Les suppressions des réductions d'impôts pour enfants scolarisés, ça aussi, c'est une erreur. Je prends l'exemple, un jeune ménage opéreux. Ils sont obligés d'abord de travailler tous les deux. Parce que le prix de l'immobilier, les locations, c'est quand même très cher, plus les transports. Ils vont travailler souvent à la Défense. Donc on part le matin à 8 h, on rentre à 19 h. Il faut un environnement complètement sécurisé pour ces familles, que ce soit pour l'accueil des enfants, la garde, l'école, mais également du point de vue fiscal. Et ces familles qui sont juste, même s'ils sont à 4-5 000 euros, mais 4-5 000 euros par mois, quand vous êtes à Paris, quand vous n'êtes pas logé dans du logement social, enfin en région parisienne, vous allez travailler de l'autre côté, que vous avez des problèmes de garde d'enfants, c'est vraiment juste. Et moi, je trouve... c'est Donc là, une hérésie. Vous allez vous battre pour que les familles puissent conserver cet avantage fiscal. Écoutez, je vais faire une chose, parce qu'il faut être concret. La semaine prochaine, jeudi, avec notamment mon collègue et ami Éric Woerth, nous allons faire une conférence de presse pour dire, voilà, dans les augmentations d'impôts proposées par le gouvernement, il y en a qui sont inacceptables. Il y en a, par exemple, pour 4-5 milliards, on doit les éviter. Mais on ne s'en tiendra pas là. On dira, voilà les économies que nous proposons en contrepartie. Pour éviter ces 3, 4, 5 milliards d'euros d'impôts supplémentaires, dont l'abaissement du quotient familial,
parce que pour nous c'est une priorité, voilà les économies que nous proposons. On ne Vous dira avez déjà pas, une idée on Mathieu fera Castagnier, 10%. Mathieu Castagnier va vous interroger là-dessus. Vous avez la primeur déjà peut-être. Mathieu Castagnier. Oui, je voulais vous amener sur un paradoxe. Il y a une polémique en ce moment sur le nombre de nouveaux ménages qui payent l'impôt sur le revenu, qui sont entrés dans la fiscalité de l'impôt sur le revenu. Pourtant, jusqu'à présent, on avait le sentiment que ce qui dominait plutôt dans votre famille politique, c'était l'idée qu'il fallait que le plus de gens, que pas assez de gens payaient l'impôt sur le revenu, qu'il aurait été mieux que plus de gens le payent, quitte à ce que ce soit un impôt symbolique. Alors, quelle est votre position? Est-ce qu'il faut protéger le plus possible de gens qui ne rentrent pas dans l'impôt sur le revenu, ou au contraire, est-ce qu'il faut élargir? Est-ce qu'il faut un impôt sur le revenu pour tous? Gilles Carrez. L'impôt sur le revenu pour tous, c'est la CSG. Donc la première chose qu'il faut surtout ne pas remettre en cause, c'est la proportionnalité, l'universalité de la CSG. Et vous aurez observé qu'il va y avoir une offensive pour rendre la CSG progressive. Ce qui serait vraiment complètement, ce serait une faute énorme et ce serait de surcroît inique. Parce qu'à côté de cela, nous avons un impôt sur le revenu qui est très progressif et très concentré. C'est le plus concentré de tous les pays développés, puisque je le rappelle, 10% des ménages payent plus de 70% de l'impôt sur le revenu. Alors après, il y a la question de l'entrée dans le barème. Là, le raisonnement devrait être le suivant. Quand un ménage, d'une année sur l'autre, a une augmentation de revenus et qu'il était juste en dessous non assujetti, c'est normal qu'il entre dans l'impôt sur le revenu. Par contre, des modifications de règles fiscales pour des ménages qui sont juste en dessous et qui, simplement d'une règle, à cause d'une modification de règle fiscale, vont entrer mécaniquement et sans crier gare, sans qu'on le leur explique, comme ça a été le cas, c'est anormal. Et là, il y a deux choses qui se passent. Il y en a une qui est en train de se passer, et il y en a une autre qui va se passer l'an prochain, et sur lequel le gouvernement a tort de ne pas dire la vérité. Parce que tout leur problème actuellement, dont ils n'arrivent pas à se dépêtrer, c'est qu'ils n'ont pas dit la vérité. Ils ont parlé de pause fiscale alors qu'il n'y avait pas de pause fiscale. Et le problème auquel ils vont être confrontés l'an prochain, c'est le suivant. Avec la refiscalisation des heures supplémentaires, il y a beaucoup de ménages qui sont des ménages modestes. Ce sont des ménages modestes qui font souvent des heures supplémentaires, ouvriers notamment. Un peu plus d'argent. On va leur faire entrer dans l'assiette de l'impôt sur le revenu toute l'année 2013. Et ça sera une mauvaise surprise. En 2014. Alors qu'en 2012, cette année-là, on ne leur a fait entrer que 5 mois de 2012. Là, 12 mois. Et donc, il y en a beaucoup, ils vont rentrer. Ça, c'est une bombe à retardement. Et puis, il y en a un autre qui intéresse beaucoup. Et je réponds aussi à la question que vous me posiez sur les familles. Là, l'intégration dans l'impôt sur le revenu des 10% de majoration pour les retraités qui ont eu plus de 3 enfants. Il y a beaucoup de retraités, petites retraites, modestes, ils sont juste en dessous. On leur met la majoration de 10%, ils vont entrer dans le barème. Ouais. Alors, moi, ce que je dis, soit, mais que le gouvernement assume et dise aux Français la vérité. Parce que j'ai été choqué il y a un an. J'ai un certain respect pour le Premier ministre. Je parlais tout à l'heure de Nantes. J'ai un certain respect. Premier ministre pour vous ? Bon, écoutez, en tout cas, j'ai du respect pour l'homme, j'ai du respect pour ce qu'il a fait, à Nantes. Eh bien, il y a un an, il va à la télévision, à une heure de grande écoute, et il explique que seul un Français sur 10 verrait son impôt augmenter. Je l'ai écouté, j'ai dit, mais jamais il devrait dire une chose pareille, parce que c'est faux, et ça va lui retomber sur la figure. Et vous savez, je poursuis la réflexion. On dit qu'on n'écoute plus les politiques, quels qu'ils soient, mais parce que il y a le devoir de vérité, n'est pas de vérité. Souvent, c'est pas du mensonge, mais on ment par omission. On oublie de dire. On oublie de dire. Moi, je vous dis que l'an prochain, refiscalisation totale des heures supplémentaires et assujettissement des 10% de majoration aux retraités ayant eu plus de 3 enfants, ayant eu 3 enfants ou plus. Là, vous allez en avoir des centaines de milliers. Gilles Carrez, vous êtes très pédagogue. Je crois que Louis Dauphren, Radio Notre-Dame, voudrait vous relancer sur la question des familles, probablement. Famille ou même CSG, vous dites la CSG, l'abolir, ça serait inique. Je ne sais la pas rente dégressive. La rente dégressive, ça serait unique. C'est curieux, venant de votre famille politique, la CSG, c'est quand même une invention de Michel Rocard, je crois. C'est pas... Vous devriez peut-être, je ne sais pas, venant de cette famille politique-là, avoir des doutes. Pas du tout. Non, pas du tout.
C'est un impôt sur le net imposable. C'est un sujet, moi je n'étais pas député à l'époque, c'est un sujet dont j'ai beaucoup parlé avec Pierre Méhaignerie. Quand il présidait la Commission des Finances, on a beaucoup travaillé ensemble et Pierre Méhaignerie m'expliquait, parce qu'il a été un acteur important, et il me disait, nous on s'était interrogés, nous les centristes, finalement je crois qu'ils ont voté contre, mais ils se sont très vite rendus compte, et le RPR avec, très vite, que cet impôt avait du sens. Et il n'entre en vigueur de mémoire qu'en 90, voire 1991. On gagne les élections en 93. Immédiatement, il est consolidé. Et qui a augmenté la CSG sur les revenus du patrimoine de 10% à 15,5%? C'est nous, entre 2005 et 2012. Donc, faut savoir aussi, faut savoir accepter, on peut se tromper à un moment et puis accepter après. Moi, je prends un autre exemple. Moi, j'ai voté contre le Pacs. En 80, on change de en sujet, 99. Non mais on change de sujet. Là, on était sur aujourd'hui. le budget. Non mais c'est pour. Que ça a des incidences non, fiscales. Oui, naturellement. Non, mais c'est pour vous. Non, mais c'est pour vous Gilles Carrez, montrer on vous que écoute. je crois aussi Oui. que l'honneur de la politique, c'est d'accepter de reconnaître que une réforme qu'on a jugée pas opportune, 2 ans, 3 ans après, on se rend compte que cette réforme, elle était justifiée. Romain Masneau, Moi, je ne vais pas RCF, continuer à revenir dire. là-dessus. La CSG rapporte aujourd'hui davantage que l'impôt sur le revenu. Je ne vais pas vous expliquer qu'au motif que la droite avait voté contre en 1989, c'est un mauvais impôt. Mais Bien sûr pourquoi que non. Bien sûr que Ça non. peut être un mauvais impôt Donc vous parce n'êtes pas qu'il prélève sectaire, on du vous a de la compris. richesse. Écoutez, vous m'avez posé une question, j'y reviens sur le fait À l'époque, c'était qu'on extrêmement n'arrive pas. décrié. Regardez, les réformes Schröder, qui étaient d'une difficulté extrême, En Allemagne. très dur pour les Allemands. Nous, on est jumelés avec la ville de Le Perreux est jumelé avec Forchheim en Bavière. Et on a des relations très étroites. Et moi, je me souviens, pendant toute cette époque, mes collègues élus de Forchheim n'arrêtaient pas de m'en parler. Ils me disaient, mais c'est très dur dans tous les domaines. Angela Merkel gagne les élections. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a conservé, terme à terme, les réformes Schröder. Elle les a conservées. Donc vous plaidez pour le courage en politique et pour, Exactement. pour la, Et la vérité. vérité. Romain Masneau, RCF. Avec la taxe carbone rebaptisée contribution climat-énergie, François Hollande finalement réussit à faire ce que Nicolas Sarkozy n'avait pas réussi à imposer à l'époque, ou est-ce que c'est une concession aux écologistes? Qu'est-ce que vous pensez de cette Gilles taxe? Carrez, ce budget Je vous sera-t-il répondrai vert? très simplement sur la taxe carbone. Parce que j'entendais le ministre Cazeneuve ce matin sur une radio s'emberdificoter sur la taxe carbone. Pour moi, il faut là aussi dire la vérité aux Français. En 2014, il ne se passe rien. Mais tel que le texte est voté, à partir de 2015 puis 2016, le prix à la pompe du diesel augmente fortement. Donc, moi, si j'étais ministre du budget, voilà ce que je dirais. Je dirais, voilà, pour des raisons, toutes sortes de raisons, il y a une multitude de raisons, je vous dis dès à présent que ce qui va être voté, le dispositif, conduira à 2 centimes, 3 centimes, 4 centimes d'euros de plus du litre à la pompe au diesel. Ça, les Français peuvent comprendre. Et ils peuvent l'accepter. Ils peuvent l'accepter. C'est le débat politique, il faut les convaincre. Mais on ne leur dit pas ça du tout. On le leur cache. Mathieu Castagnier, La Croix. Sur la hausse globale des prélèvements qui ne s'arrête pas, parce que quand le gouvernement dit qu'il n'y a que 3 milliards et compte pas les mesures votées comme la TVA, est-ce que vous estimez que les politiques ont perdu la bataille de la pédagogie de l'impôt? C'est-à-dire qu'on parle Totalement. beaucoup du ras-le-bol fiscal, mais on entend peu de voix dans le monde politique défendre l'impôt. Est-ce que vous seriez prêt à dire oui, il faut des impôts? Mais bien sûr que l'impôt est indispensable. Bien sûr. Les articles 13, 14 de la Déclaration des droits de l'homme. En plus, je suis parlementaire. Dans l'histoire de notre pays, les parlements, ils sont nés de la nécessité du consentement à l'impôt au Moyen-Âge. On a réuni alors des bourgeois, c'était plutôt des bourgeois, pour accepter de voter l'impôt. Parce qu'il y avait des charges. Et pourtant, on n'entend que des critiques de l'impôt, en général venues de l'opposition. Est-ce qu'on En ce n'est pas moment, arrivé vous au êtes dans point de l'opposition. non-retour? Non, il y a trop d'impôts. Ça, c'est clair pour vous, il y en a trop. Trop d'impôts. Mais lesquels faut-il supprimer alors? Voilà. Mais On trop commence par d'impôts, quoi? non. Trop d'impôts, on est à 46, on a dépassé les 46 points, c'est trop. Il faut se fixer un objectif, peut-être à 42. La société française a parfaitement vécu, c'était absolument pas un problème, jusqu'à à peu près ce niveau-là.
qu'on a atteint à partir du début des années 80. Bon, on redescend. Les Allemands viennent de le faire en 10 ans. Pourquoi on n'y arriverait pas? Ils viennent de le faire. Les Scandinaves l'ont fait, les Suédois, où c'était encore plus élevé, les Canadiens l'ont fait. Pourquoi est-ce que nous, on n'y arriverait pas? Donc, on se fixe cet objectif. Diminuer de 4 points, ça représente 80 milliards, c'est pas rien. 80 milliards. Donc, les 80 milliards, pour les trouver, il faut aller sur les dépenses. C'est ça qu'on ne dit pas assez dans le discours de pédagogie. Et là, c'est des Parce pans que- entiers. On n'y arrivera parce pas que- en coupant une petite parce que- dépense. Là, c'est des pans entiers Voilà. que Le l'État doit bricolage ne abonder. suffira pas. L'impôt est une conséquence de la dépense. Je reviens à ce qui s'est passé au Moyen-Âge, c'est très intéressant. Au Moyen-Âge, commencent à émerger des dépenses collectives, justice, sécurité, notamment. Bon, c'est dans un cadre royal qui est exercé, mais comme il faut les payer, eh bien, il y a le début d'une démocratie parlementaire locale, régionale, qui s'instaure. Et donc, si on ne dit pas, on n'explique pas en permanence que l'impôt n'est de la dépense et que si on estime qu'il y a trop d'impôts, il faut traiter les dépenses, mais ça, il faut le dire en permanence. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, Ça sera la dernière. On vous écoute, Gilles anecdote. Carrez. Moi, je le vois au Péreux. Les habitants, beaucoup, disent « Mais monsieur le maire, il faut refaire cette rue, il faut boucher tel trou, il faut plus d'encadrement dans les services périscolaires, etc., sans arrêt. » Moi, j'écoute gentiment et chaque fois, je les laisse parler et puis je fais le calcul. Je dis « Voilà, vous venez de me parler 10 minutes, vous m'avez fait proposer ça, ça fait tant. Je vais être obligé d'augmenter, si je vous suis, vos impôts de tant. Est-ce que votre salaire augmente de 4% ou 5%, alors que je vais être obligé d'augmenter pour vous suivre votre taxe d'habitation? C'est cette pédagogie qu'il faut faire sans arrêt. Très bien, on a bien compris votre sens de la pédagogie, Gilles Carrez. On va marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Nous nous retrouvons dans quelques instants. À tout de suite, merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette dernière partie de Face aux chrétiens. Notre invité est aujourd'hui le président UMP de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, alors même que le budget est en cours de discussion. Donc Gilles Carrez qui est avec nous. Il est interrogé par Mathieu Castagnier pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Louis Dauphren pour Radio Notre-Dame. C'est Louis Dauphren qui ouvre cette dernière partie de Face aux chrétiens. Donc 80 milliards d'économies, c'est ce que vous avez Oui. préconisé. Sur quel front attaquez-vous précisément? Est-ce que les dernières initiatives prises par le gouvernement, on peut citer celle du tiers payant, relèvent pour vous d'une forme d'irresponsabilité? Gilles Oui. Carrez. Une grande partie de l'explication de la dérivée très forte des dépenses publiques dans notre pays est liée aux dépenses sociales, aux interventions sociales. Alors c'est un sujet très difficile parce que spontanément, au nom de la solidarité, de la justice, on a tendance à dire oui à une nouvelle couche de dépenses sociales, que ce soit pour les personnes handicapées, pour les personnes au chômage, pour les personnes pauvres et démunies. C'est la tendance qu'on a en France. Mais le tiers payant, c'est juste plus de facilité. Et le malheur, c'est que nous avons créé tout un ensemble de droits sans les assortir de devoirs. Je prends un exemple qui est difficile, je ne le conteste pas. Le RMI devenu RSA socle. L'allocation n'est pas très élevée, 400 et quelques euros, c'est exact. Mais Ça permet à beaucoup de gens de survivre. j'estime qu'il devrait y avoir une contrepartie. Une contrepartie. C'est pas suffisante Ne serait-ce à vos que yeux. quelques heures au service de la collectivité publique que la collectivité peut parfaitement Dans une organiser mairie, par dans exemple, une mairie. vous C'est pourriez- tout à fait simple à organiser. Et là, on est dans ce paradoxe où on va recruter de façon massive des emplois aidés, ce qui augmente encore les dépenses, alors qu'on a une dizaine de milliards de dépenses sur le RSA Sur le qu'on RSA. n'active pas en demandant une petite contrepartie. Je vous donne un deuxième exemple, je reste sur des sujets On était sur le tiers payant, hein, Gilles sur des Carrez. sujets, mais je vais terminer par le tiers payant, sur des sujets difficiles. L'indemnisation du chômage. Qu'est-ce que c'est la réforme Schröder? Ça consiste à dire, en Allemagne, voilà, on indemnisait 2 ans, on n'indemnise plus qu'1 an. Et ça s'est fait en 2004, à un moment où le taux de chômage était important en Allemagne, c'était très difficile en Allemagne. Et par ailleurs, un cadre supérieur pouvait toucher jusqu'à 6 000 euros. En Allemagne, ça a été baissé à 2 500 euros. En même temps, c'est une œuvre de justice.
Bon, nous restons à 2 ans et nous restons sur des taux très élevés. Moi, je dois dire, je sais que c'est difficile, mais que je connais beaucoup de personnes, cadres, bien vous avez formés. des chômeurs chez vous au Perret qui vous parlent. Non, mais Oh, souvent Perret, jeunes, bon, 30 ans, dans des métiers où il y a des besoins. Bon, chômage, on attend les 2 ans. On les attend. Mais ça, c'est une réalité. Vous diriez que les chômeurs sont assistés? Non, je viens de vous dire dans un certain nombre de cas. Mais si vous arrivez à traiter correctement en responsabilisant, ne serait-ce que 10%, tous les autres, assistance, il n'y a pas de problème. Eh bien, vous trouvez dans tous les domaines, vous les trouvez, ces milliards. Je termine par le tiers payant. Le tiers payant, Le allez-y, tiers Gilles payant. Carrez, oui. Il a été généralisé en pharmacie. Il se trouve que, hasard, mon épouse est pharmacien d'officine, une pharmacie au Péreux. Nous avons vu sur 15 ans l'augmentation de la consommation pharmaceutique liée au tiers payant généralisé. Aujourd'hui, C'est mécanique toutefois, pour vous. ma femme me le dit, quelqu'un qui est très aisé, qui gagne 6 000 € par mois, il va à la pharmacie et on lui demandera, parce que, éventuellement, de faire une avance, parce qu'il a oublié sa carte ou autre, de 6 €, de 10 €, il ne le fera pas. Ils n'ont plus aucune connaissance d'écoute, et d'une certaine manière, c'est le roi de Prusse qui paye. Le roi de Prusse, c'est vous, c'est nous, c'est ça? Voilà, si vous ne responsabilisez pas les gens, ne vous étonnez pas que la dépense publique explose. Moi, dans ma mairie, on a essayé de ne supprimer la gratuité totale partout. Parce que la gratuité totale, on vous propose un service, qu'est-ce qu'on observe? Regardez sur la CMU-C, le nombre de médecins qui vous disent, clients CMU, ils prennent rendez-vous, ils ne viennent pas. Alors, moi je dis, dans tous les domaines, nous devons réintroduire de la responsabilité. Or, qu'est-ce que fait le gouvernement? La garantie universelle de loyer, c'est une véritable folie, parce qu'on va déresponsabiliser non seulement les locataires, mais probablement aussi les propriétaires. Qui payera? La collectivité publique, l'État, et ça va coûter 1 milliard, 2 milliards, nul ne sait. Le tiers payant, c'est pareil. Une question de Mathieu Castagnier, Lacroix. Vous avez évoqué brièvement le chômage. Les chiffres du chômage qui montrent une inversion qui a surpris beaucoup d'observateurs, c'est une victoire pour le gouvernement? C'est la sortie de la crise? D'abord, je m'en Gilles réjouis. Carrez, Je oui. préfère, quels que soient les gouvernements en place, je préfère que le chômage diminue plutôt qu'il augmente. Ensuite, je regarde les chiffres. Alors, les chiffres, il y a eu beaucoup de radiation, mais bon, pourquoi pas. Et puis, il y a le problème des contrats, des emplois aidés. Et là, sur les emplois aidés, et par contre, là, puisqu'on avait le carrefour de l'emploi ce matin au pavillon Baltard, j'ai interrogé la responsable de Pôle emploi. J'ai posé une seule question. Est-ce que les offres des entreprises augmentent? Et elle m'a dit non, malheureusement, elles ont plutôt tendance à continuer de diminuer et j'espère que ça va se redresser. Des entreprises, Donc du ça secteur reste marchand. frileux, le climat reste Voilà. Pour vous, ce n'est pas le retournement de la courbe? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Vous y croyez au retournement de la courbe du chômage avant la fin de l'année? Pour moi, ce qui compte, c'est les emplois dans le secteur des entreprises qu'on appelle dans le jargon le secteur marchand. Les vrais emplois, c'est ça. Pour moi, qui compte. le vrai indicateur, c'est celui-là. Louis Dauphren, Radio Notre-Dame. Est-ce qu'il faut réviser la valeur locative des habitations? Oui. Oui, Carrez. c'est une question vraiment de justice parce que ces valeurs locatives datent de 1970 et on arrive à ce paradoxe que la valeur locative d'un HLM à Champigny au Bois-l'Abbé peut être supérieure à celle d'un appartement de même taille au centre de Paris. Non, Donc, on arrive à vous des préconisez- extrémités. Donc, c'est une réforme très difficile. Ça fait 20 ans que gouvernement après gouvernement, droite comme gauche, on la diffère. Moi, je pense qu'il faut la faire, mais la faire de façon très progressive. Que de fois, je me dis, mais si on avait eu le courage de faire ça il y a 20 ans, on l'étalait sur 10 ans, peut-être même sur 20 ans, et aujourd'hui, on n'en parlerait plus.
Alors, Romain Mazenot, RCF. Oui, sur un autre sujet, l'UMP avait annoncé un grand débat sur le bilan des années Sarkozy, et puis patatras, il y a eu tout le pataquès sur les propos de François Fillon par rapport au Front National, donc on n'en entend plus parler. Donc est-ce que vous vous dites, finalement, si on peut s'en passer, c'est pas plus mal, surtout à 6 mois des municipales, ou est-ce que c'est nécessaire ce débat? Non, mais il y a eu des choses, vraiment, ça a bougé. Moi, je trouve que ça a vraiment bougé entre 2007 et 2012. Plusieurs exemples. La France a bougé, vous voulez dire, c'est ça? Oui, la réforme des universités. Ça faisait 20 ans que l'autonomie, vraiment, on l'a faite. Le service minimum. Moi, je prends le RER régulièrement là, pour aller à l'Assemblée. Ça roule mieux chez vous? Le E marche bien. Bon, moi, je dois dire qu'on n'a plus le même problème de grève qu'on avait auparavant. Je suis au conseil d'administration de la RATP, où il y a une grande représentation du personnel. Ça a été le petit déclic qui a permis, là aussi, de responsabiliser. Donc, il y a une amélioration, c'est incontestable. C'est un sujet tabou, hein, la fraude à la RATP. Non, mais je parle de l'attitude par rapport au service minimum. Le service minimum. Donc il n'y a pas d'autocritique à faire sur les années Sarkozy. Bien sûr que si. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure sur le bouclier fiscal? Mais le devoir d'inventaire en général, comme ça, le mot même inventaire, moi j'aime pas. Je crois qu'il faut prendre sujet après sujet. Et je trouve que ça a quand même beaucoup bougé. La réforme des retraites de 2010, croyez-moi, c'était pas évident du tout à faire. Bon, il y a eu des erreurs, mais moi, le bilan, je le trouve plutôt positif. Parce qu'on a quand même bougé, on a bougé les choses. Vous avez bougé les choses. Alors, on arrive bientôt au terme de cette édition de Face aux Chrétiens. Une dernière question de Mathieu Castagnier, La Croix. Alors, elle sera double. Vous avez été assez en retrait dans la bagarre qui a eu lieu entre François Fillon et Jean-François Copé. Quel regard vous portez sur l'état de votre parti désormais? Et deuxième question, ce débat sur quelle est la position de l'UMP vis-à-vis du Front National s'il n'y avait pas de candidat UMP au second tour, quelle est votre position personnelle, vous, sur cette question? Gilles Carrez. Alors, ma position personnelle se résume à une chose, je ne parle jamais du Front National. Et donc, aujourd'hui, je n'en dirai pas plus. Je n'en parle jamais. Vos électeurs en parlent, Gilles Carrez? Jamais. Non. 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 C'est un non-sujet pour vous, c'est ça que vous dites? On ne parle jamais. On parle pas. Voilà. Par contre, je parle de sécurité, je parle d'immigration, je parle de Rome, on l'a fait tout à l'heure, je parle d'impôts. Voilà, donc dans une relation directe avec nos compatriotes. Le combat des chefs. Le combat des chefs. Vous êtes où, Gilles Carrez? Moi, je n'ai pas pris parti. Je n'ai pas pris parti. Vous êtes vraiment un homme mesuré, on vous entend depuis le début de cette édition. Non, mais je n'ai pas pris parti. Pour rien vous cacher, je ne l'ai pas dit. Au mois d'août 2012, voyant que tout ça allait risquer de mal se terminer, j'ai appelé Alain Juppé. Au mois d'août, Bon, et j'ai dit vraiment, Alain, il faut faire le pompier. Il faut vraiment que tu nous aides. On est un certain nombre. Est-ce que tu ne peux pas te dévouer à la cause? Parce que lui, à la hauteur, voilà. Bon, il m'a répondu, les conditions n'y sont pas. Et puis surtout, Bordeaux, ma priorité, c'est Bordeaux. Il a essayé après de faire une médiation, d'ailleurs dans mon bureau. Et ça s'est très mal passé. Ah, dans votre bureau, vous avez été témoin? Oui, vous voyez. Une tension lourde entre les chefs. Non, je n'ai pas été témoin. J'ai prêté mon bureau. Vous avez prêté mon votre bureau, vous n'étiez pas là. La fameuse réunion. Il y avait du sang sur les murs? Copé, Fillon et Juppé s'est passé là. D'ailleurs, je me suis toujours reproché, je n'ai pas eu l'idée de leur mettre une bouteille de cognac, d'Armagnac ou je ne sais quoi en plein milieu de la table. Et la prochaine fois, je le ferai. Parce que ça a été un échec. Alors, je suis optimiste. C'est normal, on essuie une défaite, dans l'année qui vient, on est inaudible, donc ça donne la place au combat. À partir de maintenant, on commence à faire des propositions. Et nous serons jugés sur nos propositions. Il y aura une primaire en 2016. Ce que je souhaite, c'est que tous ceux, ils sont très nombreux, qui ont envie de se présenter à la primaire, travaillent sur les propositions indépendamment de la primaire. Ça, c'est peut-être très optimiste, mais c'est ce que j'espère. Très bien, on a bien entendu votre optimisme. Merci beaucoup à vous, Gilles Carrez. Je rappelle que vous êtes le président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale et vous nous avez aidé à mieux comprendre, à mieux décortiquer ce budget. La semaine prochaine, l'invité de Face aux Chrétiens sera Jean-Jacques Urvoas, le président socialiste de la Commission des lois de l'Assemblée nationale. Vous pouvez évidemment d'ici là retrouver notre émission sur les sites de KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à tous.